Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce dimanche 18 octobre 2020. Le grand format prend place chez vous et va se décliner dans ses différentes composantes habituelles. Merci donc de vous installer. Voici pour démarrer les titres de cette édition. L'actualité sous-régionale avec le démarrage ce dimanche matin du vote comptant pour la présidentielle en République de Guinée. Les populations vont aux urnes pour soit renouveler le mandat au professeur Alpha Condé ou alors accorder une chance à son opposant historique Célène Dalein Diallo. En tout cas, le destin de la Guinée se joue déjà au bureau de vote ouvert ce matin. Idrissou Boukari est notre envoyé spécial à Conakry. Il nous propose un résumé dès le début de ce journal. Et puis au Bénin, le président de la République a échangé vendredi dernier avec les responsables des centrales et confédérations syndicales. Les préoccupations des partenaires sociaux étaient à l'ordre du jour. Patrice Talon a annoncé le déblocage immédiat de 15 milliards de francs CFA pour régler les dettes dues aux travailleurs. Une bonne nouvelle pour les syndicalistes, nous dira Asiongbon Kani Asiongbon. À suivre également le compte-rendu de la célébration du 20e anniversaire du lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu. L'événement a eu lieu du 14 au 16 octobre 2020 à travers diverses manifestations. La mémoire de l'homme du 26 octobre 1972 a été saluée à l'occasion. Résumé d'une ambiance teintée d'émotion et de gaieté avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Le grand format, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. On prend d'entrée la direction de la Guinée-Conakry. La Guinée qui a donc rendez-vous avec son destin ce dimanche matin. Le pays vote en effet ce 18 octobre pour élire un nouveau président de la République pour les 5 prochaines années. Depuis quelques jours déjà, nos envoyés spéciaux sont sur place à Conakry pour suivre le déroulement de ce scrutin. On va donc se mettre en liaison avec Idrissou Boukari en direction de la capitale guinéenne. Idrissou Boukari, bonjour. Vous êtes dans l'un des centres de vote à Conakry et les citoyens ont commencé à mettre leur bulletin dans les urnes, dites-vous. Bonjour Habalpara, vous avez tout à fait raison. Le vote a démarré à 7 h ici à Conakry, capitale guinéenne. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les files d'attente s'allongent déjà avec le respect de la distanciation sociale pour tenir compte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus dans les isoloirs et les urnes pour choisir l'un des 12 candidats en liste pour le compte de cette élection présidentielle, dont le président sortant, candidat à sa propre succession pour un troisième mandat brigué grâce à la réforme constitutionnelle intervenue en février dernier par référendum. Un troisième mandat toujours contesté par le Front national de défense de la Constitution qui appelle donc au boycott de cette élection présidentielle. En face du professeur Alpha Condé, le leader de l'opposition, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui tente sa chance pour la troisième fois consécutive. Il faut dire que donc toutes les étapes de cette élection sont bien suivies par la communauté internationale, la CEDEAO qui a dépêché plus de 100 observateurs électoraux pour suivre le déroulement de ce scrutin et s'assurer de sa transparence. Le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, l'ancien Premier ministre du Cap-Vert qui a à ses côtés Francis Oké, chef de la division électorale de la CEDEAO, a sillonné plusieurs bureaux de vote de Conakry pour voir les conditions d'ouverture du vote et aussi comment les citoyens guinéens sont en train d'accomplir leur devoir civique. La Guinée-Conakry est un pays très important pour la CEDEAO puisque entouré par 6 autres pays de l'espace communautaire, a déclaré le général Francis Bianzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Les opérations de dépouillement vont commencer à 18 h pour le bureau de vote ouvert à 7 h et les premiers résultats sont attendus dans les prochaines 72 heures. Merci à vous Idrissou Boukari. Le scrutin a donc bien démarré dans les centres de vote. Les citoyens sortent massivement pour accomplir leur devoir civique sous le regard des forces de sécurité. Un motif de satisfaction pour le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui appelle tous les candidats au respect de la volonté du peuple au soir de l'élection. José Maria Naves est au micro Canatra Bénin de Idrissou Boukari et d'Elvis Tonoukouen. On l'écoute. Bon, je pense que tous les assemblées de vote, le bureau de vote fonctionne. Les électeurs peuvent voter sans problème. Il y a les représentants de tous les partis politiques et je pense que sont créées les conditions nécessaires pour que les élections fonctionnent normalement. Si les électeurs
peuvent voter, participer. C'est très important pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et pour créer les conditions pour la stabilité, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable du pays. C'est très important que tous les citoyens participent dans le processus électoral. Et est très important que tous les partis politiques, tous les candidats travaillent pour garantir la participation civique de tous les citoyens et après accepter les résultats électoraux et pour garantir que la démocratie continue à fonctionner ici à Guinée. On reste toujours en Guinée-Conakry pour évoquer cette fois-ci l'actualité de la veille de cette élection présidentielle. Hier samedi, donc, la mission d'observation électorale de la CEDEAO est allée échanger avec les principaux candidats en lice pour cette élection. Il s'agit du professeur Alpha Condé, président sortant et candidat à sa propre succession, et de Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée et leader de l'opposition. La mission s'est également rendue au siège de la Cour constitutionnelle pour discuter avec son président sur les préparatifs de cette élection et les éventuelles difficultés. On retrouve nos envoyés spéciaux Idriss Boukari et Elvis Tonokwe. C'est ce dimanche que la Guinée-Conakry organise son élection présidentielle. À quelques heures de ce grand rendez-vous politique, le président sortant, candidat à sa propre succession, reçoit au palais la délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. La délégation conduite par le chef de la mission est venue s'enquérir des dispositions prises par le professeur Alpha Condé pour faciliter le déroulement du scrutin de ce dimanche et comment le candidat lui-même se prépare pour cette élection. La CEDEAO a également réaffirmé son entière disponibilité à accompagner la Guinée dans cette épreuve démocratique. Nous parlons avec Monsieur le Président sur l'observation que nous sommes ici avec 100 observateurs et 16 observateurs de longue terme. Nous allons faire les observations des élections avec impartialité et nous espérons que tous les protagonistes participent dans le processus électoral et que les citoyens peuvent participer dans les élections et que après les élections, tous les acteurs, tous les candidats, tous les partis politiques acceptent les résultats des élections pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité du pays. Après le palais de la présidence, direction le siège de campagne du principal opposant, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, qui a décidé de participer à cette élection présidentielle en se désolidarisant du Front national de défense de la Constitution qui appelle au boycott. Le leader de l'opposition a profité de cette visite de la mission de la CEDEAO pour exprimer ses griefs contre le processus électoral en cours. Nous avons abordé la question du fichier, nous avons abordé tous les points, tous les griefs qu'on avait contre la CENI et nos inquiétudes, l'absence de PV pour les candidats, parce que la solution qui a été trouvée hier par la CENI n'est pas non seulement réalisable, mais elle n'est pas aussi légale. Cette question, comme vous le savez, indique que voilà, celui qui est arrivé en tête aura la 6e copie du PV. Pour les copies autocarbonées, la 6e copie n'est jamais lisible. Et ensuite, vous ne pouvez pas demander à un représentant de votre bureau de vote qui est à Balaki là-bas de faire 150 km pour venir à Mali et chercher à récupérer une copie du PV pour son concurrent. Tous les candidats sont concurrents dans cette élection. Donc voilà, on a attiré son attention là-dessus et puis c'est tout. Nous annotons les préoccupations de Monsieur le Premier ministre, candidat au président de la République.
et nous allons travailler avec cette préoccupation pour garantir l'impartialité des élections demain. Après la proclamation des résultats par la commission électorale, il revient à la Cour constitutionnelle de les valider. Le rôle de la haute juridiction est donc central dans ce processus électoral et c'est ce qui a conduit la mission d'observation électorale de la CEDEAO à se rendre au siège de l'institution. Un tête-à-tête avec le président de la Cour pour s'assurer que tout se prépare sans difficulté. Allez, on ramène nos valises au Bénin pour évoquer nos propres tralala. Le chef de l'État a rencontré les responsables des centrales et confédérations syndicales vendredi dernier au Palais de la Marina. Plusieurs questions ont été abordées, notamment les revendications des partenaires sociaux. Les échanges se sont soldés sur de bonnes notes avec la satisfaction donc des deux parties. Le président de la République a ordonné le déblocage immédiat de 15 milliards de francs CFA pour régler les arriérés de salaire et les dettes et autres dettes de l'État dues aux travailleurs. Le point maintenant avec Asiongo Kanyasiongo. Les partenaires sociaux repartent du palais de la Marina, la joie au cœur. Les échanges avec le chef de l'État, Patrice Talon, le 16 octobre a permis le déblocage avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA. Une assurance que leur a donnée le président de la République. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être à la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens, chacun autour de lui, pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches, ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Les 15 milliards découlent de divers engagements pris avant 2016 et non encore payés jusqu'ici. Il s'agit des arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Une nouvelle appréciée des 7 secrétaires généraux de syndicats au vu des efforts du gouvernement. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement, et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés. Le président de la République n'a pas manqué de féliciter les partenaires sociaux. Il n'a pas oublié non plus les Béninois pour tout ce qu'ils font comme effort. Occasion pour lui de rassurer tout le monde sur la santé financière du pays. Je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyen. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Sur un total de 94 milliards de francs CFA de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé 52 milliards. De même, pour 49 milliards dus aux retraités, 26,7 ont été payés. À cela s'ajoutent 6,9 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de primes
de risque. Activité du chef de l'État toujours avec cette audience accordée au maire de la ville de Porto-Novo et sa délégation. Charlemagne Nyankoti, à la tête d'une délégation des sages et dignitaires, est allé rendre compte d'une mission que le président de la République lui avait confiée. On l'écoute juste après le tête-à-tête. Nous avons conduit une délégation pour rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été assignée. En réalité, il faut reconnaître que dans le cadre des travaux en cours à Porto-Novo, certaines entreprises ont été confrontées à quelques difficultés et qui ont nécessité l'intervention des dignitaires des religions endogènes. Et dans un premier temps, le chef de l'État nous avait reçus et nous avait donné des instructions. Ces instructions ont été exécutées et nous sommes venus rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été confiée. Nous saisissons également cette occasion pour remercier la population de Porto-Novo, remercier les usagers des différents marchés et remercier aussi les groupes organisés de la ville pour leur soutien dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Et nous tenons par la même occasion à les rassurer que tout ce qui se fait, c'est pour le bien-être de chacun de nous, c'est pour le développement de la ville et que nous avons l'impérieux devoir d'accompagner le président de la République dans sa volonté de développer Porto-Novo. Charlemagne Nyankoti, maire de la ville de Porto-Novo. Audience maintenant au ministère de l'Énergie. Le président directeur général du Millennium Challenge Corporation, MCC, a été reçu au cabinet du ministre de l'Énergie, Donna Jean-Claude Oussou. C'était mercredi dernier. Au cours de leurs échanges, il a été question du deuxième compact du Millennium Challenge et compte MCA2, destiné cette fois-ci au secteur de l'énergie au Bénin. Voici le commentaire signé Ouliat Sanoussi. Au cabinet du ministre de l'Énergie mercredi, le président directeur général du Millennium Challenge Corporation, Sin Cairncross, y est allé pour discuter avec Jean-Claude Oussou du deuxième compact du Millennium Challenge Account MCA2, un projet dont bénéficie le Bénin de la part des États-Unis et qui est destiné au secteur de l'énergie. Nous avons discuté avec Son Excellence Monsieur le ministre Oussou des avancées enregistrées dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre du deuxième compact, un compact qui est dédié au secteur de l'électricité qui s'élève à un montant de 375 millions de dollars, compact qui va avoir un effet positif sur 10 millions de Béninois. Et nous sommes contents et satisfaits du travail effectué, du travail acharné effectué par le gouvernement. Nous félicitons le ministre et le gouvernement dans son entièreté pour le travail fait. Dans ce cadre, le ministre de l'Énergie s'était rendu la semaine écoulée sur les sites du projet MCA2 en construction à Akpakpa et Gbedjuromede pour le renforcement de la distribution de l'électricité. Une visite qui lui a permis de constater les travaux en cours. Ce deuxième compact, qui est entré en vigueur en juin 2017, impactera plus de 10 millions de Béninois. Pour le ministre de l'Énergie, c'est une grande avancée dans le secteur. Je suis content et satisfait de cette visite où on a passé en revue donc, tout le déroulement du projet, les résultats obtenus. Et ça a été l'occasion pour moi de remercier MCC, son PDG, MCA et tout le peuple américain par rapport à leur soutien dans le cadre de ce deuxième compact, parce que grâce à ce soutien important, comme on a souligné, de 375 millions de dollars, mais en fait, en réalité, de 403 millions de dollars, si je rajoute la contrepartie béninoise, ce qui fait que nous avons, à travers les réformes que nous avions lancées, réussi grâce à eux, puisque nous avons été même, j'ai oublié de le souligner, jusqu'à la gestion déléguée de la SBE. C'est vous dire jusqu'à où nous voulons que les résultats soient au rendez-vous. En tout cas, nous avons fait le tour d'horizon de tout ce qu'on a pu réaliser et de tout ce qui reste à faire. Et comme je disais tantôt, grâce à ce compact, je crois que
la structure du système électrique du Bénin va définitivement changer et arriver à être véritablement le socle de développement socio-économique de notre pays. Plusieurs milliards de francs CFA sont investis dans ce deuxième compact. Et le ministre Jean-Claude Roussou promet qu'une très bonne utilisation en sera faite. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le dernier centime de dollar soit utilisé pour la cause commune qui est l'amélioration du système électrique. Alors, la pandémie de la Covid-19 aidant, ça ralentit un peu un certain nombre de projets, mais nous avons fait un plaidoyer auprès du PDG pour qu'il prenne en compte cette dimension de la pandémie et essayer de nous rallonger aussi à la fois en temps et puis en pépette, comme on dit. Aujourd'hui, le système électrique du Bénin s'est beaucoup amélioré. Le gouvernement fait de ce secteur l'une de ses priorités afin de parvenir d'ici quelques années à son indépendance en matière d'énergie électrique. On atterrit maintenant dans le monde universitaire pour une inscription fiable en ligne en cette période de pandémie du coronavirus. Une plateforme est disponible pour les nouveaux bacheliers. L'information a été rendue officielle par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladécan, et sa collègue Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, en charge de l'économie numérique et de la digitalisation. La plateforme donne la possibilité aux nouveaux étudiants de confirmer ou de modifier leur choix. Reportage. Les nouveaux bacheliers ont la possibilité de confirmer ou de changer leur choix de filière. La plateforme Après mon bac est désormais disponible grâce à l'effort conjugué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'économie numérique et de la digitalisation. Les étapes successives ont été présentées le vendredi 17 octobre avec la possibilité d'y avoir accès à partir de différents moyens. La plateforme est accessible par tous les types de moyens, donc téléphone, smartphone et aussi les ordinateurs. Et donc dire que le gouvernement a mis en place des points numériques communautaires où les bacheliers peuvent avoir des ordinateurs à disposition, de la connectivité Internet également, pour pouvoir faire leur choix de filière. Donc nous en avons aujourd'hui 40 sur toute l'étendue du territoire. Avec cette plateforme, les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer. Depuis leur lieu de résidence, ils pourront facilement s'inscrire. Un pas important selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladécan. On ne vient pas à l'université n'importe comment. Il faut s'inscrire. Avant de s'inscrire, il faut déjà faire son choix. Cette plateforme que nous saluons, qui est la plateforme Après mon bac, est venue à point nommé. Sa venue n'a pas été chose facile, puisqu'il faut se préparer. Il faut mettre toutes les options qui aideront nos bacheliers à se retrouver très rapidement sans devoir se bousculer ou se regrouper dans des milieux où la pandémie pourrait vraiment se propager. Pour cela que nous avons besoin de l'aide à nos côtés des sachants. Le ministère du numérique et de la digitalisation nous a beaucoup accompagnés. Dans ce contexte de la Covid-19, la confirmation de la filière et l'inscription par cette plateforme vient renforcer les mesures de riposte contre la propagation du virus. On va poursuivre tout à l'heure avec les réalités du monde universitaire, la recherche scientifique et les innovations. Ce serait avec le professeur Pierre Dosouyovo, il est le directeur général de l'Abrevite. Il nous dira un peu plus sur les réalités de l'agence dont il est le directeur général. Ce serait dans la deuxième partie de cette émission. Vous l'entendrez donc. On fait un pas maintenant dans le Nord Bénin pour parler de la célébration du 20e anniversaire du lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitengu.
L'événement a eu lieu du 14 au 16 octobre dernier à travers diverses manifestations. C'était en présence des autorités politico-administratives et militaires, une initiative des anciens enfants de troupes du dit lycée. L'occasion a donc permis également de commémorer les 5 ans de décès du général Mathieu Kérékou. Les précisions maintenant avec Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou. Une messe d'action de grâce après cette caravane des filles du lycée militaire de Natitengou vers le mausolée du général Mathieu Kérékou. Voilà qui lance officiellement ici, dans la cité de Nanto, les manifestations marquant les noces de porcelaine de la création du lycée, couplées avec les 5 ans de décès du camarade de lutte, ancien président du Bénin, fils de la Takora. Des manifestations qui ont connu vendredi la présence du chef d'état-major général, le contre-amiral Jean-Baptiste Haro. Au cours d'une cérémonie fort simple, initiée par les anciennes enfants de troupe, les regards étaient tournés vers ce grand lieu de savoir et de formation 20 ans après sa création. Cette école est notre maison mère. Elle aura permis à chacune d'entre nous d'acquérir des valeurs de patriotisme, d'intégrité, de probité, de leadership pour mieux être au sein de la société. C'est une fierté pour nous de dire aujourd'hui, sans fausse modestie, que nous avons passé avec brio cette étape pour avoir fréquenté cette école d'excellence, que nous voulions plus prestigieuse avec le temps. Vive émotion pour nous d'y revenir après tant d'années. 20 années de travail inlassable pour faire de ces jeunes filles des leaders de demain. Voilà pourquoi, tout en honorant la mémoire de l'initiateur de ce lycée, les différentes autorités militaires ont exhorté les pensionnaires à l'excellence. Il y a 20 ans se concrétisait une vision. Il y a 20 ans que le lycée militaire de jeunes filles Jean Mathieu Kérékou ouvrait ses portes à la toute première promotion d'enfants de troupe filles. Le lycée a grandi. Grande est ma joie en ce jour de me tenir devant vous dans ce prestigieux cadre de formation pour vous dire, 20 ans après, que les fruits semblent porter les prouesses des fleurs. En effet, le lycée s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs collèges d'enseignement secondaire du Bénin. À vous. Quelques soucis avec cet élément qui s'achève à queue de poisson. On poursuit cette édition avec le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite qui vient de livrer sur le marché de l'emploi bien de 16 apprenants en fin de formation. Il s'agit des transitaires et secrétaires, un parchemin reçu au bout de plusieurs mois de formation théorique ponctué de stages pratiques au sein des entreprises de la place. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée ce week-end sur l'un des sites de l'établissement implanté à Cotonou. Le compte-rendu est signé Narcisse Alossé et Mofid Sagboa. Des instants festifs pour ouvrir les portes du marché de l'emploi à ces étudiants en fin de formation en transit et secrétariat ici, au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite. Au complexe Clé de la Réussite, en marge de l'enseignement général et commercial dont nous sommes dépositaires, nous assurons également une formation professionnelle en secrétariat et transit. Au cours de cette formation, nous avons réalisé une parfaite adéquation entre le marché et la formation technique. La formation est faite de plusieurs mois de cours théoriques, ponctués par 3 mois de stage pratique au sein des entreprises. Le tout couronné aujourd'hui par ce parchemin. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être compétitif sur le marché de l'emploi. À cet effet, le complexe Clé de la Réussite du professeur Omer D. Adanrédian, ici présent, s'emploie à faire de cette norme une réalité. C'est pourquoi nous vous remercions, chers parents d'étudiants,
pour la confiance que vous avez placée au complexe scolaire Clé de la Réussite pour octroyer à vos enfants la clé d'un avenir et la clé d'une réussite certaine dans la vie. L'enseignant a enfin loué la conscience élevée de ses apprenants et leur assiduité au travail tout au long de leur cursus, ce qui fait d'eux des doués en aptitudes professionnelles et prêts à servir aux besoins sereins. Moi, je suis congolaise. La formation était bonne, les cours se passaient bien, on a fait aussi les stages. Qui se passaient bien, les cours déroulaient comme le professeur était là tout le temps, il nous manquait pas au cours, il était là tout le temps aussi pour nous. C'est une bonne formation quand même. Et j'exhorte à tous mes camarades d'y participer. Ils partent ainsi aguerris et restent de sérieux candidats à l'emploi grâce à la qualité de la formation reçue ici. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler qu'au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence et nous luttons efficacement contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures. Cette cérémonie festive a été agrémentée par le légendaire groupe culturel Super Ange Wendonaboua. Clé de la Réussite, c'est déjà plus de 15 ans au service du système éducatif béninois, avec des sites implantés dans l'Atlantique et le littoral et qui vont s'étendre bientôt vers d'autres régions du pays. Pour cette année académique 2020-2021, l'ambition est encore nourrie de tenir le flambeau de l'excellence à l'issue des examens nationaux, comme c'est de coutume. C'était vraiment trop beau pour durer. Ce serait tout pour cette session de livraison des informations. Merci de nous avoir suivis. Le grand format se poursuit. On marque une courte pause pour consulter nos annonceurs et autres partenaires. On reviendra par la suite pour échanger avec le professeur Pierre Dosuovo. Il est le directeur général de l'ABREVIT. L'ABREVIT, c'est l'agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Avec lui, donc, on fera une immersion dans l'univers des innovateurs béninois. À tout de suite. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Vous désirez faire des études universitaires prestigieuses et préparer des licences et masters d'État en management, comptabilité, finance, audit et droit. Rejoignez ISM Adonai au Bénin, à Cotonou, Calavi, Parakou et Porto Novo. ISM Adonai est certifié ISO 9001. Site web www.ismadonai.net. ISM Adonai, la marque d'une école prestigieuse. Faites ta part contre la Covid. Sa propagation peut stopper. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un masque dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAid. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines.
L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats avec une vingtaine d'entreprises et institutions, l'ISEG garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus 6 à Cotonou, Bedroumende, 2e rue après le carrefour Saison Poule et sur notre page Facebook ISEG Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbenin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. C'est la rentrée de l'électroménager chez Max 15. Jusqu'au 31 octobre 2020, vos agences de référence en électroménager Max 15 vous lancent les dés de réduction exceptionnels allant de 25 à 70%. Oui, jusqu'à 70% de réduction sur nos gammes de petits et grands en électroménager, robots de cuisine, réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, home cinéma, cuisinières et smartphones de marques Samsung, Nasco, Midea, Ariston, Electa, Crister et Sony pour faciliter votre quotidien. Offre inédite à ne pas rater. Visitez nos showrooms situés à Cotonou, Carrefour Marina, à Calavi, Carrefour Arconville et à Porto-Novo, Wando. Nos équipes vous réservent un accueil très chaleureux. Des produits sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison assurée. Infoline 94 01 97 08 64 89 32 41 64 67 61 73. On en vient maintenant à l'invité de la semaine qui reçoit donc dans le grand format d'aujourd'hui Pierre Dossuyovo. Il est le directeur général de l'Abrevit. L'Abrevit, comme je l'ai annoncé, c'est l'agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Professeur, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les téléspectateurs souhaitent partager avec nous et vous, donc, n'est-ce pas, les réalités qui couvrent donc l'Abrevit. L'Abrevit, c'est quoi concrètement? Merci une fois encore pour cette invitation, pour, disons, mettre beaucoup plus sur l'orbite notre agence, une agence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est ça. Cette agence est dénommée Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et d'innovation technologique, s'occupe principalement de la valorisation des résultats de recherche et des innovations. Vous ne doutez pas de ce qui se fait dans nos laboratoires. Nos laboratoires regorgent d'inventions. Mais ces inventions ne viennent pas à la surface pour que le commun des mortels en use. Les innovations, ça court les rues dans ce pays. Les jeunes innovent. Il y a assez d'innovations qui ne sont pas connues par le public comme cela se doit. Donc, Abrevit a pour mission de mettre en valeur ces innovations, de les divulguer, d'essayer de les mettre à la portée du peuple béninois pour que de plus en plus des PME et des PMI s'installent pour créer de l'emploi et partant de la croissance économique pour ce pays. Alors, l'Abrevit, vous l'avez dit, est chargé de mettre en lumière, sinon de mettre sur orbite, n'est-ce pas, les innovations qui sont cachées, les talents donc que nous avons au Bénin. Alors, comment vous, à votre niveau, vous arrivez à détecter ces talents? Ils viennent vers vous, c'est vous qui allez à leur recherche. Comment ça se passe exactement? Voilà.
Il y a deux façons de faire savoir, faire connaître la bévrite. Une première démarche est de faire de la publicité, de faire savoir ce que c'est que Abévrite. Et ce que vous êtes en train de faire participe de cela déjà. Et la seconde démarche est d'organiser des manifestations. Ça peut être une foire d'exposition, d'innovation, d'invention. Et le plus souvent, nous couplons ces foires de trophées d'innovation. Dès lors que ces trophées sont proclamés, les innovateurs se voient obligés de mettre du soin à leur invention. Donc les trophées, c'est pour davantage inciter n'est-ce pas, les innovateurs. Voilà. C'est ça. Et comme cela, nous recensons les innovateurs, nous voyons, nous constatons assez d'inventions et nous les aidons même à aller plus loin que leur étape d'innovation. Alors votre aide consiste en quoi exactement? C'est en termes de francs CFA, c'est un accompagnement financier, c'est un encadrement, c'est une formation. C'est quoi au juste, professeur? Nous encadrons, nous formons, nous appuyons. L'encadrement consiste à donner des pistes de travail bien fait. Qu'on appelle l'appui consiste à acheter à l'innovateur tout ce dont il a besoin, les intrants, pour booster son œuvre. Voilà. Donc, au niveau de l'appui, ça veut dire que l'innovateur lui-même se débrouille pour produire, pour faire sortir des prototypes de son œuvre et il met ça à notre disposition, il met et aussi à compétition. Nous jugeons cela, nous avons un staff pour étudier, pour qu'on appelle évaluer et sortons le résultat, nous leur faisons appel, dit bon, ça c'est une innovation. Nous pouvons vous accompagner, vous allez vous installer et puis créer de l'emploi dans ce pays. D'accord. Les inventions et les innovations, c'est dans maintes domaines. Quels sont les domaines qui frappent le plus? Dans quel domaine nos amis béninois excellent le plus? Ah oui. Vous allez vous étonner de ce que je vais dire. Les Béninois excellent en équipement et en agroalimentaire. C'est ça. Nous avons des innovateurs dans ce pays qui peuvent vous fabriquer un dispositif pour déplumer des poulets, des dispositifs pour faire éclore des œufs, des dispositifs pour concasser des noix, pour transformer des noix en farine, pour extraire de l'huile, la matière grasse. Il y en a à foison. Alors que nous courons après les équipements étrangers, nous mettons plein de sous dedans pour acheter, alors que nous pouvons créer une chaîne technologique à partir de ce qui est fait dans notre pays, localement. C'est-à-dire, on se casse la tête pour aller chercher des moyens à l'étranger, alors que sur le plan national, on a déjà cela. Nous avons des inventeurs qui en produisent. Nous avons des exemples dans le pays. Le temps qui est sur votre plateau ne permet pas de développer tout cela. Nous avons en agroalimentaire et puis en technologie alimentaire tout court, nous avons des panoplies d'inventions.
D'accord. Alors, tout ce que vous venez de citer, monsieur le professeur, n'est-ce pas, tout est orienté vers le ventre. Est-ce que c'est parce que c'est le domaine le plus porteur ou bien c'est parce que le manger doit venir en premier que tout ce que vous venez de citer n'est orienté que vers le ventre? Non, au fait, je ne dirais pas que c'est orienté vers le ventre. Si je prends l'exemple de la technologie alimentaire, oui. Dès qu'on dit technologie alimentaire, on pense que c'est seulement là. Ce qu'on doit manger. Bon, mais pour que le produit arrive sur la table, il y a toute une technologie qui se met. C'est ce qu'on appelle le génie des procédés. C'est ça. Toute une panoplie de méthodes qui se met en branle. Je prends par exemple, je prends l'exemple de l'arachide, tout simplement. Nos parents, quand ils récoltent l'arachide, ils vont d'abord au champ, ils plantent, ils obtiennent l'arachide, cette graine souterraine. Quand ils viennent, ils mettent ça au propre, ils font sécher, ils décortiquent. C'est ça. La suite, pour obtenir l'huile, pour obtenir la pâte qui devient une galette que nous appelons clou-clou, c'est toute une technologie instinctive qui... Mais on ne le conçoit pas rapidement comme ça. On ne le conçoit pas. Quand l'ingénieur mécanicien veut mettre ça en équipement, imaginez combien il va réfléchir pour voir le geste que les parents, de façon traditionnelle, font pour pétrir cette pâte-là. Le geste qu'ils font pour presser. Le geste qu'ils font pour obtenir l'huile. Imaginez tout ce processus-là à mettre en mécanique. C'est-à-dire travailler à réduire la force physique et confier cela à la machine. À la machine. C'est ça. C'est pour amoindrir les difficultés de travail. D'accord. Alors, dans votre exercice d'accompagnement, vous l'avez dit au niveau de votre agence, vous avez cité tout à l'heure l'encadrement, la formation et donc l'appui. Vous avez envisagé donc pour le compte de Boycon, sinon pour le compte de cette année, une formation qui va se tenir à Boycon. Je crois bien que c'est du 19 au 21. Comment ça va se dérouler concrètement? Oui, nous avons une formation aux innovateurs. Nous avons 2 volets. Oui. Le premier volet concerne la mise à disposition de l'innovateur des techniques, des méthodes de conception, de plans d'affaires pour aller sur le marché. Une technique de montage de dossiers. Montage de dossiers parce qu'ils sont nombreux, mais ils ne savent pas comment convaincre à travers le dossier, n'est-ce pas, leur produit. Et ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais ils ne savent pas, on ne voit pas ça sur le marché. Donc, il faut leur donner ces bribes de connaissances. Ouais. Il faut les aguerrir pour que ce que qu'on appelle la population attend, le peuple attend, voir ce qui se fait dans le pays soit réellement constaté. Sinon, il y a tellement de choses. Et puis, une fois que vous êtes seulement dans votre coin, vous faites qu'on appelle la routine. Vous êtes dans la routine, vous n'allez pas vous faire savoir. Vous n'évoluez pratiquement pas. Et vous êtes en quelque sorte sous l'ombre. Sous l'ombre. Vous êtes dans une routine, train quotidien. C'est pas ça les affaires. C'est pas ça les affaires. D'accord. Ensuite, vous savez, les inventions, nous en faisons assez dans le pays. C'est ça. Mais quand on va à l'OAPI, tu veux parler de l'Afrique, à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le Bénin est invisible. Et pourquoi? Parce que nous ne protégeons pas nos œuvres, nous ne faisons pas les brevets.
nous n'allons pas à la propriété intellectuelle. Et ça fait que quand on veut comptabiliser, on ne voit que les pays anglophones de l'Afrique et les pays du Maghreb. En résumé, le brevet, ça apporte l'identité de l'inventeur, c'est ça? Voilà. C'est un genre d'immatriculation de l'intellect de l'inventeur. Et puis ce brevet a 20 ans d'existence. Après les 20 ans, ça tombe dans le domaine public. Mais dès lors que vous avez le brevet et vous avez ces compétences de décrochage de marché, de mise sur orbite, ce que vous savez faire, mais vous allez gagner avant les 20 ans. Vous allez beaucoup engranger qu'on appelle de revenus et vous allez créer des emplois, vous allez créer de la croissance pour votre pays. D'accord. Alors, pour ce qui est de la rencontre de Boycon, n'est-ce pas, les 19 au 21, il s'agit donc de faire connaître aux innovateurs, n'est-ce pas, la technique ou la politique qu'il faut, n'est-ce pas, pour davantage protéger leur production. Leur production. C'est ça. Production. D'accord. Parce qu'ils ne le font pas. Il ne faut pas assez. Oui. Or, ils sont nombreux. Ils sont ils sont des milliers dans le pays. D'accord. On connaît maintenant le profil donc, de ceux qui seront formés. Il s'agit donc des innovateurs de plusieurs domaines. Quel est maintenant le profil des formateurs? Ah oui, le profil des formateurs, c'est des universitaires. C'est des cabinets. Des cabinets disons, d'expertise qui ont été sollicités. Et par cotation, nous sommes passés par la PRMP, nous avons fait toutes les démarches possibles pour qu'ils soient retenus et qu'ils puissent, d'abord, on a échangé avec eux, on a vu ce qu'ils savent faire, on a lancé le marché, ils ont été retenus, ceux-là qui doivent présenter ont été retenus, et puis voilà, c'est des gens rompus à la tâche, comme on le dit. Alors, est-ce que le travail d'encadrement, d'appui et de formation donc, de l'innovation de l'agence que vous dirigez, sont un travail qui consiste également à mettre en lumière les talents que nous n'avons pas en compte seulement ceux qui ont été à l'école, ceux qui sont des étudiants, sinon des universitaires, ou bien même quelqu'un qui n'a pas mis à l'école peut bénéficier de l'accompagnement de la brevite de manière à ce que la production de sa production intellectuelle soit connue de tout le monde. Oui. D'accord. Dès lors qu'on me pose cette question, je souris. Pourquoi? Parce que y a un exemple épatant, palpable, que RFI a même relayé. Ils sont nombreux. Hein. Oui. Celui-là, par exemple, il n'est jamais allé à l'école. C'est un soudeur. Ses parents l'ont mis à la soudure. Mais il a pu inventer des foyers, presque des fours, des cuisinières, presque des cuisinières. Oui. Il a pu en inventer et il a donné le nom sans souci. Sans souci. Foyer sans souci. Et nous lui avons demandé pourquoi. Il explique dans sa langue, il est de l'OME. Il dit, la bonne dame qui est au bord de la voie, avec sa gagoterie en train de faire à tapoter-vie, par exemple. Oui. Alors qu'elle a vendu, elle a pris l'argent. Habituellement, elles sont en train de défaire le bout de pagne pour attacher l'argent. Oui. Bon, il y a quelque chose que le moment portait, on appelle ça en fond du ganoquin. Oui. Bon, on met dedans, et pour ressortir les sous, il faut être en train de secouer. Oui. Bon, il a additionné à ce foyer, à son dispositif, un coffre-fort. La bonne dame, c'est un petit tiroir, il met son argent, dès lors qu'il ferme. Si quelqu'un vient toucher à ça, ça commence à créer. C'est ça. Il y a l'alarme sur le chaudron. Et ce dispositif, ce foyer peut éclairer dans un village au moins 5 ampoules. C'est ça. Et c'est muni de panneaux solaires.
Nous avons dit, mais ça, c'est ingénieux. Donc, en résumé, l'Abrevit n'a pas de frontières en ce qui concerne l'accompagnement des innovateurs. Nous avons un autre à Parakou qui a inventé un moulin tout en bois. Tout en bois. Wow. Tout en bois, je vous le dis. Toutes ces inventions vont sortir bientôt, vous allez voir. Et ce monsieur, par exemple, après notre accompagnement, fait travailler déjà un certain nombre d'ouvriers qu'il a déclarés à la CNSS. Déclaré déjà à la CNSS. Et quiconque va le voir, il dit, mais vous voyez, c'est Abevrit qui m'a boosté. C'est Abevrit qui m'a boosté. Mais pourquoi les gens ne sont pas trop au courant, n'est-ce pas, de ces efforts que fait l'Abrevit? Est-ce que peut-être vous-même, à votre niveau, vous communiquez très peu? En fait, nous pouvons dire oui et non. Oui et non. Et nous sommes, disons, dans cette allure de communiquer beaucoup plus à travers les revues, les médias. Oui. Nous constatons que la communication dont a besoin le peuple, c'est surtout les foires. C'est ça. C'est surtout les foires. Où ils vont directement en contact avec la réalité. Ils viennent et constatent. C'est surtout les foires. Disons, les populations très peu se donnent aux médias, très peu lisent, très peu cherchent à visualiser, venir s'asseoir à la télé, constater. Et vous tenez compte de tout cela pour orienter votre communication. La communication. Alors, à Savès, nous ne mettons pas cela. Nous disons que de plus en plus, nous allons irradier les masses médias pour que les deux aillent concomitamment. D'accord. Après Boycon, donc, vous ferez un pas vers Savès, n'est-ce pas, où vous allez apporter un appui aux femmes. Quelle est la particularité de ce regroupement de femmes et qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Oui. La question précédente me permet de vous dire, vous voyez, nous étions là tranquilles quand nous avons reçu un courrier d'un groupement de femmes depuis Savès. Ce ne sont pas des femmes universitaires. Non, qui a constaté qu'il y a une structure comme ça dans le pays qui peut les accompagner et a écrit à l'autorité ministérielle. Et dès lors que l'autorité ministérielle a constaté qu'ils ont indexé Abevrit, nous a envoyé le courrier et nous avons pris en charge ce qu'on appelle le travail à faire. Et c'est sur cette lancée que nous allons nous retrouver dans notre périple à Savès le 21, disons le 22, parce que nous partirons là-bas, nous finissons à Boycon le 21 et nous continuons sur Savès pour rencontrer. Nous sommes déjà allés une fois pour constater ce qu'ils font, voir l'environnement. Et vous vous en doutez, c'est formidable ce que nos jeunes dames se mettent ensemble pour produire dans le pays. C'est ça. Alors, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors, nous avons dit, mais ils ont pu avoir déjà des dizaines de millions d'une structure, d'une ONG qui les a accompagnés. Et c'est le reste que l'Abrevit apporte. Dès lors qu'ils ont entendu parler de l'Abrevit, mais il faut que nous nous adressons à telle structure. Vous voyez, le peu de communication qui a été faite, c'est ça qui a amené ces dames-là à entendre parler de l'Abrevit. À prendre connaissance de ce qu'il y a sur tout le territoire, jusqu'au nord. Les inventeurs, les innovateurs entendent parler de Abevrit. Mais il y a certains qui sont quelque peu réticents. Voilà, quelle démarche. Dès qu'ils entendent que c'est sous l'enseignement supérieur, ils ne comprennent pas. Oui, ils se disent que bon, c'est un travail, c'est un monde intellectuel. Des intellectuels. Mais les audacieux découvrent que
C'est pas ça. Il va peut-être falloir que vous poussiez un peu plus votre communication un peu plus loin. Alors, je rappelle, les professeurs, que le thème que vous avez retenu pour la formation à Boycon, c'est les fondamentaux du créateur d'entreprise, les techniques de montage de dossiers, de demande de brevets et de protection de marque. Est-ce que les participants repartiront avec des parchemins ou bien qu'est-ce qui va solder ou sanctionner cette formation très rapidement? Tout à fait. Nous avons des attestations de participation à leur délivrer à la fin de la formation. D'accord. Mot de conclusion, professeur. Mon mot de conclusion est l'exhortation des médias à encore plus nous relayer, nous accompagner et que les innovateurs de ce pays n'hésitent pas à chercher à savoir la structure qu'on appelle ABFRIT. Nous sommes disposés à les accompagner. Nous avons fait le pas tout récemment. Nous sommes passés dans presque tous les laboratoires de l'Université de Parakou, de l'Université nationale d'agriculture. Nous sommes dans une démarche d'aller faire sortir les inventions qui sont dans nos tiroirs de recherche. Professeur Pierre Adesurvo, merci. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Abrevit, l'agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Encore une fois, merci d'être venu par ici. Je vais vous accompagner avec nos partenaires au niveau de la régie. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Voilà, c'est le magazine de la semaine qui s'intéresse aujourd'hui à la médecine traditionnelle. Comme vous le savez, suite à un accident ou bien d'autres incidents, plusieurs personnes se retrouvent avec une entorse, un déboîtement ou une fracture. Le traitement prend non seulement du temps, mais s'avère onéreux avec parfois une incertitude dans la guérison. Dans la commune de Zakpota, à Tendji, un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance existe et permet d'obtenir des résultats satisfaisants. La famille Alain Clénon, n'est-ce pas, en est dépositaire. Elle traite depuis des générations divers cas de fractures, d'entorses et autres maux du genre. Le sujet a intéressé donc notre rédaction et le bureau régional Canal 3 Bénin basé à Boycon s'en est chargé. On va suivre à cet effet le magazine signé ce matin Hélène Amosso. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants. Dans le village de Tendji à Zakpota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtements et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital.
J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici, c'est plus rapide que là-bas. C'est ce qui m'a amené ici. On place dans boy, ça va pomper la somme et ça un toto le coton il dormit quand à ça quand il a été doit ça au fil donc quand deux gamins il y a 120 000 fichier là quand t'as sous le confie il a fichier sur le fiboton fibo a dormi donc et watio et na ya nuit on peut pas qu'à faire nos boyo blo son dopo. Parfois, le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc, il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance à l'inclénon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils ont touché avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude et ils touchent avec ça, ils touchent avec des pailles coupées, ils touchent avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, comment dirais-je, et beurre de karité, et il passe beurre de karité là, et il prend le paille coupé là pour emballer jusqu'à un niveau donné, et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec le bande. Avec bande blanc là, ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes. Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments. Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins. Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible. Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisanes et pommades de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Al-Nikhleno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses.
mais les gens wa ben non tout tout ka bon wa et wa et alors ami tout mi san kwa bi o tout nous kun kwa et wa akwa e do yo no mo so a mais dia han mais dit mais non kwa bi bon maintenant les content wa be do mina e ba mais mi ton répond e do yo et so wa. Le traitement des diverses fractures réussi à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Imet Hélène Amousso, merci à vous et bien de choses aux populations de Zo et Collines. On va fêter maintenant les parutions de la semaine. La revue de presse hebdomadaire est signée Asion Mwakani Asion. ESM Bénin, école supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À USM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'école supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez USM Bénin sur le site de Kourounou, face au stade de l'Amitié et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Talon, candidat à sa propre succession pour la présidentielle de 2021. L'information fait le gros titre du quotidien Fraternité dans sa parution de lundi. Le 20 est tiré. Patrice Talon, candidat, semble s'exclamer le journal selon lequel le chef de l'État s'est ouvert à quelques leaders des partis qui le soutiennent au cours d'une rencontre politique. Du coup, mon confrère dit tenir une certitude. Patrice Talon va renoncer à sa promesse de mandat unique et solliciter une seconde fois les suffrages des électeurs. Seulement, s'interroge Fraternité, comment va-t-il annoncer à ses compatriotes qu'il souhaite obtenir le renouvellement de leur confiance? Va-t-il préférer un discours ou un débat? Quand exactement le dira-t-il? En tout cas, commente le Canard, ses partisans qui n'attendaient que son signal vont définir les stratégies les plus à même de les conduire à la victoire. Ministres, directeurs généraux des sociétés publiques, députés, maires, chefs d'arrondissement, élus municipaux et communaux, pour ne citer que ceux-là, vont devoir mouiller une fois encore le maillot pour sa cause, ajoute le Canard de Ménotin. De son côté, Matin Libre estime qu'avec le vent d'impopularité qui souffle autour de lui, Patrice Talon rempile avec la promesse de mandat unique non tenu et l'accord avec la coalition de la rupture violée. Le Matinal, quant à lui, explique que la fonction présidentielle exige parfois des sacrifices, surtout de la part d'hommes d'État qui voudraient laisser une empreinte. C'est pourquoi Patrice Talon a choisi d'être au départ impopulaire pour pouvoir transformer en profondeur le Bénin. Le journal de faire observer que c'est une posture adoptée volontairement par certains hommes d'État pour pouvoir imprimer leur marque à la gestion de la chose publique. Maintenant que l'équivoque est levé autour de la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2021, les journaux s'intéressent sur l'identité de son vice-président. Qui sera le vice-président de Patrice Talon, se demande en gros titre le Matinal. Le journal croit savoir tout de même qu'aucun choix n'est encore fait par le chantre du nouveau départ, même si des noms circulent pour le poste. Est-ce Abdoulaye Biotchane, est-ce Saka Lafia ou encore Alassane Seydou ou l'actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariama Tchabi Talata? Bien malin qui pourra répondre à ces interrogations, ajoute le journal, pour lequel les discussions sont en cours avec les partis politiques de la mouvance pour la désignation d'un candidat consensuel. Si le mythe est finalement levé autour de la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2021, la date du scrutin aussi est déjà connue.
Pour cette compétition électorale, les Béninois sont convoqués aux urnes le 11 avril 2021 pour le premier tour, informent les publications. Et pourquoi cette date semble se demander le quotidien La Nation. Et dans une esquisse de réponse, l'autre quotidien explique qu'avec les réformes initiées par le régime actuel à propos des dates des élections, celles-ci sont déterminées par les tests et donc connues d'avance. Il ne revient plus au chef de l'État qui était seulement enfermé dans un délai de fixer les dates des élections. Ceci, semble se réjouir mon confrère, constitue un progrès par rapport à ce qui avait cours avant les réformes. Ainsi, martèlent les journaux, au terme des dispositions de l'article 7 du Code électoral, l'élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril. Et d'après ce que le calendrier 2021 prévoit, le deuxième dimanche du mois d'avril, c'est le dimanche 11 avril. Conséquence, le président élu prêtera serment le 23 mai 2021, informe la dépêche. Pour le rendez-vous de la présidentielle d'avril 2021, Fraternité croit savoir déjà la cible de l'opposition pour ses rafales de critiques. Et c'est Patrice Talon. Mais pour prouver ses récriminations et démontrer à la face du monde que l'actuelle gouvernance du Bénin par le chantre du nouveau départ n'est pas appréciée des populations, la voie royale, ce sont les urnes, avertit le canard de Ménantin. Et si, à quelques 6 mois de cette échéance, il est encore très difficile de véritablement appréhender l'impact des critiques sur l'électorat, ajoute Fraternité, l'occasion du prochain scrutin sera belle pour qu'enfin chacun se fasse sa religion. Et à mon confrère d'estimer que l'opposition est un ancrage à démontrer. Pendant ce temps, les publications ont annoncé cette semaine une vague de démissions au sein des partis FCBE, UDBN et Moël Bénin. Des démissions qui, selon le journal Le Potentiel, prouvent à suffisance qu'il y a un malaise profond au sein de ces formations politiques. Le quotidien Matin Libre, lui, se demande si c'est une ruée vers la rivière. Fraternité fait un clin d'œil à l'histoire et nous rappelle cette semaine qu'il y a 5 ans, Mathieu Kérékou quittait ce monde. 14 octobre 2015, 14 octobre 2020, écrit le journal. Déjà 5 ans que l'ancien président de la République, le général Mathieu Kérékou, a quitté la terre de ses aïeux. Pendant près de 3 décennies, l'homme du 26 octobre aura marqué les Béninois, relève le quotidien Fraternité. Et des Béninois s'en souviennent aussi. L'un d'eux, rencontré par le journal, dit, citation, « Je dirais que le général Mathieu Kérékou est un homme du peuple, capable de fédérer plusieurs couches politiques et plusieurs hommes à soutenir ou servir une cause commune. Il mérite un digne hommage depuis son vivant. Toutefois, réaliser un monument à son image serait génial. » Fin de citation. Dans la suite, cette semaine, le projet de loi rectificative, le document a été adopté jeudi dernier, informent les journaux. Loi des finances 2021, le budget général de l'État remanié adopté, pointe Nord-Sud quotidien. Budget rectificatif de l'État 2020, les députés valident les grandes orientations, peut-on lire, à la 2 de 1 du journal Bénin Intelligent. Le même sujet fait le gros titre du quotidien Le Matinal qui précise que les députés ont adopté 2167,9 milliards de francs CFA. Un budget qui prend désormais en compte les dépenses liées à la Covid-19, ajoute la publication. Et si ce budget a été voté, écrit Libération à sa 2 de 1, c'est parce que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, a expliqué le bien fondé de son contenu. L'argentier national, qui, en croire mes confrères, a planché cette semaine avec brio devant la représentation nationale. Le Potentiel écrit d'ailleurs à sa 2 de 1 que Romuald Wadagni a dissipé les inquiétudes des députés. Désormais, relèvent les publications, le budget général de l'État exercice 2020 s'équilibre en ressources et en charges à 2167,9 milliards de francs CFA contre 1986,910 milliards de francs CFA initialement prévus. Toujours dans la suite, cette semaine, Fraternité rapporte qu'un taxi-moto est arrêté à Sinandé avec 12 fusils. Selon le journal, le jeune homme en provenance de Bembereke avait en sa possession 12 armes de fabrication artisanale. Il aurait reçu comme mission de transmettre ces armes à une dame à Kérou. Et déjà, ajoute le quotidien L'Informateur, la police est sur les traces de cette dame. Le journal écrit que nous tendons vers le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants. Dans le même temps, Fraternité nous apprend qu'un braquage a eu lieu à Cotonou cette semaine. Braquage à l'issue duquel les voleurs ont tenté désespérément d'arracher la moto d'un usager de la route dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. À en croire le journal,
Le monsieur qui avait sur lui une importante somme d'argent a su résister même aux coups de feu qui ont sonné l'alerte. Les malfrats ont dû emporter l'argent et un téléphone portable, mais pas la moto. La victime s'en est sortie avec des blessures et a été admise au CNHU de Cotonou où il suit des soins. Aussitôt, rapporte Fraternité, une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque à main armée. C'est l'essentiel à retenir cette semaine quant à l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Rentrée spéciale de l'électroménager chez nous. Jusqu'au 31 octobre 2020, vos agences Agospat, le moins cher de l'électroménager au Bénin, vous offre ses portes à travers sa promo spéciale. Rentrée avec des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 70%. Oui, jusqu'à 70% de réduction sur nos gammes de produits électroménagers. Réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, home cinéma, cuisinières, des robots de cuisine et smartphones de marque Samsung, Nasco, Midea, Ariston, Electa, Crister et Sony. Offre spéciale à ne point manquer. Visitez nos points de vente situés à Cotonou, Carrefour Djaha, à Porte-Nouveau, quartier Avapa et à Parakou, quartier Transat, à côté de la boulangerie La Borgoise. Nos équipes seront très heureux de vous accueillir. Des produits sous garantie jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Agospat vous accompagne pour la rentrée. Infoline 64 14 15 46 95 18 17 17 94 51 26 54. La revue de presse est signée Narcissa Alossé et non Assiongbo Kagné Assiongbo. On va échanger maintenant entre confrères. Je vais recevoir donc Serge Adam Laro, qui est le directeur de publication désigné, sinon délégué du quotidien Le Matinal. Serge, bonjour. Chers confrères, bonjour. Chers téléspectateurs de Canal 3, bonjour également. Bienvenue sur le plateau de grand format. On va évoquer 4 sujets entre collègues, donc, sinon entre confrères. Le tout premier, c'est bien entendu l'annonce de candidature dans les coulisses de Patrice Talon. Patrice Talon sera donc candidat en 2021. Week-end dernier, il a annoncé lors des échanges donc, avec les leaders des partis politiques acquis à sa cause. Quotidien matinal dont vous êtes le directeur de publication, vous avez titré un choix judicieux. Comment vous avez apprécié cette information de Patrice Talon d'être candidat en 2021? Oh, merci beaucoup, Wahab Alikwara. Comment est-ce que le matinal a apprécié cette information d'annonce officieuse, on va le dire comme ça, puisque ce n'est pas encore officiel? Comment est-ce que nous l'avons apprécié? Nous l'avons très bien apprécié d'ailleurs, puisque il y a de cela, disons, environ un an, le chef de l'État a eu à annoncer les différents facteurs qui pourraient conditionner éventuellement une seconde mandature ou pas. Et au nombre de ces... sinon, parlant de ces conditions qu'il avait fixées pour être candidat en 2021. Pour être candidat, dans un entretien qu'il avait accordé à RFI et France 24, au nombre de ces conditions-là, il y a la disponibilité personnelle, il y a l'impact aussi de l'action publique sur les Béninois. Et quand on juxtapose les deux conditions-là, on ne peut que s'attendre à ce que Patrice Talon puisse être candidat. Donc, au cours d'une rencontre entre membres de sa famille politique, entre partenaires politiques, notamment ceux de l'Union progressiste et du Bloc républicain, Patrice Talon puisse donner la primeur de l'information à ses partenaires politiques, ce n'est que une bonne chose. Nous l'avons bien apprécié et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à titrer tel que vous le disiez si bien tantôt, le choix judicieux. Le choix judicieux de Patrice Talon. De façon officielle, je crois que les semaines, sinon les mois à venir, vont permettre au chef de l'État de voir la formule qu'il faut pour pouvoir porter l'information vers ses compatriotes, puisqu'il a dit de façon officielle, il va informer ses compatriotes de l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2021. Donc, l'information pour nous autres, ce n'est plus une information en tant que telle, juste
la forme qu'il faut pour pouvoir annoncer l'information officiellement. Alors, comment vous interprétez, n'est-ce pas, ce que disent les populations, ce que disent une frange de la population en ce qui concerne la promesse que le chef de l'État avait fait auparavant de ne pas être candidat, sinon de se contenter d'un mandat unique? La promesse du chef de l'État, c'était dans un contexte précis, c'était qu'il fallait réviser la Constitution. Le projet a été porté à l'Assemblée nationale pour que les élus, les représentants de ce peuple-là puissent amender cette Constitution-là pour que le mandat unique qui devrait faire partie de la Constitution révisée puisse désormais inscrire que le chef de l'État, une fois élu, ne pourra que faire un mandat unique de 7 ans. Oui, mais ça n'a pas marché. Puisque la représentation nationale avait décidé autrement en son temps et le projet a été rejeté par les députés faute de la majorité requise pour pouvoir amender le projet. Donc, ce projet, normalement, on ne devait même plus revenir là-dessus, puisque ça, c'est du passé, c'est devenu caduc. Et puisque la Constitution qui devrait permettre au chef de l'État de faire un mandat n'a pas été amendé. Donc, on applique la Constitution qui est en vigueur, c'est-à-dire la Constitution de 1990, même si elle a été plus ou moins modifiée, mais le mandat qui parle de 5 ans renouvelables une fois, il est toujours en vigueur dans la Constitution qui est en cours. Donc, le chef de l'État a les pleins pouvoirs de pouvoir se porter candidat à la présidentielle de 2021. Donc, le débat, à mon avis, c'est un faux débat puisque la Constitution permet à celui qui est là actuellement de briguer un second mandat. Alors, la coalition de la rupture en 2016 avait accordé son soutien à Patrice Talon pour le second tour, n'est-ce pas? Parce que Patrice Talon subordonnait donc tout à un mandat unique. Est-ce qu'on parlera de parjure? Est-ce qu'on parlera de non-respect de la parole donnée, ne serait-ce qu'à ses amis de 2016, notamment ceux de la coalition de la rupture? On ne pourra pas parler de parjure puisque ce n'est pas un test républicain, ce n'est pas un test de la République. Et ce n'était que des promesses en réalité. Et même parlant de promesses, je pense que c'est aller trop fort, c'est aller trop loin, puisqu'on n'était pas là quand les différents acteurs, partenaires, on va le dire ainsi, les partenaires de Patrice Talon en 2016 signaient si éventuellement un document avait été signé dans le temps. On n'était pas là, on ne sait pas quel est le contenu de ce document-là. Donc, que les gens dans l'opinion puissent dire que le chef de l'État aujourd'hui ne respecte pas sa parole, je pense que nous autres, nous n'avons pas les éléments nécessaires pour apprécier cela. Et si c'était le cas, c'était entre eux. Et je pense que le Patrice Talon est quand même un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Certainement que dans ce contrat, dans cet accord-là, il y a des choses qui avaient été dites. Et au fur et à mesure que le mandat s'était égrené, certainement que le chef de l'État... Les réalités ont changé, il fallait changer de posture également. Également pour ne pas être en porte-à-faux avec ces différents partenaires-là. Donc, alors, Patrice Talon est impopulaire lui-même, il a reconnu. Selon vous, quelles seront ses chances si effectivement il venait à officialiser sa candidature en 2021? Mais attention, l'impopularité en question de Patrice Talon, c'était au début du mandat. C'est vrai que récemment, avec l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il a parlé d'impopularité et que c'était une impopularité de raison puisqu'il fallait à un moment donné opérer des réformes pour transformer le Bénin pour il fallait fermer les yeux et foncer, c'est ça? Et foncer, voilà. Donc l'impopularité dont il est question ici, ce n'est pas pour ne pas voir concrétiser en fait ses ambitions de revenir à la tête de la magistrature suprême. L'impopularité ici, c'est l'impopularité dans la mise en œuvre des réformes. Et je disais tout à l'heure que l'impopularité, ça c'était au début du mandat. Quand vous faites un petit sondage aujourd'hui, vous allez à Papa, où le projet asphaltage est en train d'être mis en œuvre. Quand vous interrogez les populations ne cachent pas du tout leur impression, leur sentiment par rapport à l'impact, par rapport aux conséquences de ce projet-là sur le bien-être de la population. En résumé, selon vous et selon le matinal, si on peut le dire ainsi, n'est-ce pas, les chances de Patrice Talon sont nombreuses. Cette impopularité ne freine absolument rien. Absolument pas. Il a les chances intactes. Les chances de Patrice Talon restent intactes pour la présidentielle de 2021. Et je crois qu'il a toutes les cartes en main. Il saura les distribuer comme il le fait d'ailleurs. On va changer de sujet, parler donc cette fois-ci du parrainage. C'est l'une des quittances nécessaires pour postuler à la présidentielle
présidentielle de 2021, n'est-ce pas? Comment vous analysez cela sur le terrain avec les partis politiques qui souhaitent compétir, sinon des candidats qui souhaitent compétir, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, des élus au niveau des mairies et n'ont rien au niveau de l'Assemblée nationale? Non, les candidats les aspirants à la fonction présidentielle, je crois, n'ont pas besoin d'être membres de partis politiques pour pouvoir s'offrir les parrains. Il suffit juste de parvenir à convaincre les élus, aussi bien municipaux, communaux que parlementaires, pour pouvoir se faire parrainer. Donc, à partir de cet instant, les potentiels candidats ont les chances pour leur parrain. Il suffit juste d'aller vers eux, de discuter, de négocier. Et je crois qu'en temps normal, ces parrains-là doivent pouvoir accorder leur parrainage à ces candidats-là. Donc aujourd'hui, le débat de ce qu'on n'a pas d'élus, ce débat est désormais du passé, puisque la Sénat a eu à repréciser un certain nombre de choses, a eu à dire à ces partis politiques, à ces potentiels candidats, comment est-ce que le parrainage va se faire désormais. Oui, la Sénat effectivement a parlé de garder l'anonymat, donc de ceux qui vont parrainer. La Sénat également a parlé, je crois, de parrainage individuel, c'est-à-dire qu'on aura une fiche qu'on va remettre aux potentiels parrains, n'est-ce pas, de manière à ce qu'ils puissent parrainer en toute confidentialité et en toute sécurité. Est-ce que cela ouvre les portes aux autres partis qui se réclament de l'opposition? Puisque les parrains en exercice, la majorité, n'est-ce pas, soutiennent le pouvoir en place. En fait, le système de parrainage, ce n'est pas par rapport aux partis politiques. On a tendance à faire cette confusion-là. Les parrainages, nulle part dans le code électoral, il n'a été dit que c'est les partis qui coordonnent le parrainage des différents et des potentiels candidats. Les parrainages, c'est les élus eux-mêmes, oui. C'est les élus eux-mêmes. Vous parlez de l'individualité liée donc au parrainage. Voilà, du parrainage. Donc, à partir de cet instant, les candidats qui se réclament de l'opposition ont les mêmes chances que ceux de la mouvance. Vous pensez? Bien sûr, puisque quand vous prenez même les membres... Si la majorité présidentielle, par exemple, aligne ses candidats, pensez-vous que les partis, n'est-ce pas, acquis donc à la cause de la majorité vont laisser les candidats de la majorité et aller soutenir les candidats de l'opposition? Bien sûr, pourquoi pas? On est dans un jeu démocratique. Et la démocratie, c'est aussi bien la mouvance que l'opposition. À partir de cet instant, les élus n'ont pas à parrainer rien que des candidats ou entre griffes de la mouvance. Aussi bien la mouvance que l'opposition doit pouvoir être parrainée pour que en 2021, comme le chef de l'État même l'a su bien dit, il puisse avoir un jeu ouvert entre les différents candidats qui soient aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Donc, la présidentielle de 2021 sera ouverte. Il suffit juste que les candidats, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, puissent faire le geste utile, puissent convaincre. Le geste utile, c'est quoi selon vous? Le geste utile, c'est de convaincre les élus qui sont détenteurs de parrainage. De ce pouvoir de parrainage. Voilà. On va évoquer maintenant le troisième sujet, c'est l'affichage de la liste électorale par le COS Lépi, n'est-ce pas? L'affichage a démarré il y a quelques semaines déjà, mais on ne sent pas l'affluence des populations sur le terrain. On ne les voit pas, ces populations, on ne les voit pas sortir, consulter leur nom et savoir si tout se passe très bien. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, justifier cet état de choses? Non, ce qui pourrait justifier cet état de choses, c'est le fait que très souvent, les gens ne demandent pas de transfert de leur lieu de vote par rapport à la dernière élection. Quand vous prenez par exemple les élections communales, par exemple. Du 20 mai dernier. Mais si je n'ai pas demandé par exemple un transfert, je prends un exemple de Cotonou de Calavi vers Cotonou. Oui. Donc il n'y a pas de raison pour vous ne voyez pas la nécessité de vous déplacer. Il n'y a pas de raison pour que le COS, l'ANT puisse bouger. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a possibilité qu'une erreur puisse se glisser au niveau, de manière à ce que même si vous n'avez rien demandé, n'est-ce pas, que vous puissiez vous retrouver peut-être, vous quitter peut-être Godemain pour vous retrouver, pourquoi pas à Nati Tengou, à Calavi, etc. J'en venais puisque aux dernières élections communales, le problème s'était posé pas trop loin de Canal 3 ici, je crois, dans une école de Mélentin où
Le matin, un électeur s'est rendu sur son lieu de vote où il était habilité à voter. Il s'y est rendu, c'est là il constate que son nom ne figurait pas sur la liste de vote. Et ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu de mouvements, de modifications. Alors qu'il n'avait rien demandé. Alors qu'il n'avait rien demandé. Donc, il y a ces réalités qui pourraient venir au dernier moment. Et c'est cela qui m'amène à inviter les populations à effectuer le déplacement de ces lieux d'affichage de la liste électorale permanente et formatisée pour pouvoir constater leur nom, la présence de leur nom sur la liste ou pas. Ça ne dure pas toute une journée, c'est une question de minutes, pour ne pas dire de secondes. Juste aller et consulter si votre nom y est et si ça n'a pas été mal écrit. Si c'était le cas, vous vous rapprochez des structures compétentes pour pouvoir modifier, faire opérer les modifications qui s'imposent. Alors, dans l'équipe du COS l'EPI chargée donc de corriger la liste électorale permanente informatisée, il n'y a pas une équipe de l'opposition, il n'y a pas des partis de l'opposition. Est-ce que l'inquiétude liée donc à la clarté du travail, est-ce que cette inquiétude est justifiée? Non, je crois qu'il y a la majorité et la minorité. C'est sur cette base-là que le COS-LEPI a été installé. La majorité aujourd'hui à l'Assemblée, c'est l'Union progressiste. La minorité, c'est le Bloc républicain. Oui, mais entre majorité et minorité à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, c'est deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas opposition dedans. On me dira que les deux partis sont de la mouvance présidentielle. Oui, bon, c'est-à-dire c'est une mouvance majoritaire, une mouvance minoritaire. L'erreur, c'est pas maintenant. L'erreur, c'est depuis le début du processus où, quand il fallait faire les formalités au niveau du ministère de l'Intérieur pour pouvoir s'offrir les récépissés et prendre part au processus électoral, les partis qui devraient constituer l'opposition ont boudé le processus. Maintenant, si c'est l'Union progressiste et le Bloc républicain qui ont eu le courage, qui ont pris leurs responsabilités en main pour pouvoir s'offrir les récépissés d'appartenance, enfin d'existence légale pour pouvoir aller à la compétition, on ne peut pas en vouloir à ces partis-là. C'est plutôt aux partis de l'opposition qui ont pris leur temps à bouder le processus. C'est à eux qu'ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Maintenant qu'ils ont attendu pratiquement le dernier moment pour faire les formalités, au moment où les autres étaient déjà en avance, donc là, ils vont constater, c'est le constat qui est en train de faire. Selon vous, ils sont en retard, il faut prendre le train en marche. Ils vont prendre le train en marche et ils doivent prendre le train en marche. Serge Dandaro, merci. On va évoquer maintenant le quatrième sujet, c'est la gestion des ordures dans le Grand Nokoué. Le gouvernement a pris d'importantes mesures, n'est-ce pas, en vue de corriger le style de gestion des ordures dans le Grand Nokoué. Le Grand Nokoué qui, je crois, prend en compte Cotonou, Abomey-Calavi, Buida, Porto-Novo et Porto-Novo. Comment vous appréciez cette décision du gouvernement qui, depuis plusieurs années, travaille à ce que les ordures ménagères soient bien gérées au Bénin? Honnêtement, c'est une très belle décision parce que quand vous vous référez à la façon dont les déchets étaient gérés à Cotonou et dans les agglomérations, dans les villes environnantes de Cotonou, il fallait vraiment que le gouvernement puisse prendre le taureau par les cornes. Vous vous abonnez à des structures de pré-collecte et vous remarquez que pendant des semaines, vos poubelles sont remplies et débordent même, alors que vous avez payé, vous avez souscrit à un abonnement. Qu'il y a une équipe qui vienne ramasser. Vous faites 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois sans que... Et vous côtoyez vos ordures. Vous côtoyez, alors que la population a besoin d'un environnement sain pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir participer à l'édification du pays. Donc c'était inconcevable ce à quoi on assistait. Il fallait créer une société, il fallait voir le mécanisme de gestion de ces ordures. C'est ce qui a amené le gouvernement à créer la société de gestion des déchets dans le Grand Nokoué, SGN, je crois, et qui a commencé petitement le travail, mais à partir de lundi prochain, a décidé de généraliser la modernisation de la pré-collecte des ordures dans le Grand Nokoué, c'est-à-dire quoi? Toutes les communes du Grand Nokoué à partir de lundi prochain seront couvertes, puisque pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu remise de tricycles aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les ONG qui s'occupent de cette pré-collecte d'ordures pour que le travail puisse être fait désormais avec beaucoup plus de professionnalisme, pour qu'on ne sente plus trop qu'il y a des déchets qui traînent encore dans les grandes... les quartiers de Cotonou. Avec le projet asphaltage qui est aussi mis en œuvre, il y a
infrastructures routières qui sont érigées, il faut désormais veiller à ce que ces infrastructures-là soient vraiment aménagées, d'où tout ce qui a été mis en place comme arsenal par le gouvernement à travers le ministère. Alors si on parle de l'idée selon laquelle aucune œuvre humaine n'est parfaite et qu'on peut croiser d'éventuelles irrégularités, de mal-donne par endroit, à quel niveau se situe votre inquiétude par exemple? Avec la société de gestion? Oui. Oui, il y a eu... À quel niveau ça peut ne pas marcher selon vous? Qu'est-ce qui vous inquiète dans le processus qui va démarrer très bientôt, à partir de lundi déjà? Non, ce qui va inquiéter, c'est la régularité dans le ramassage des ordures. Parce que il faut vraiment faire preuve de professionnalisme pour pouvoir circuler, pour pouvoir respecter la durée qui a été établie par la société. Les agents dans peut-être le travail peuvent ne pas s'apercevoir, peuvent ne pas respecter, j'allais dire, le chronogramme qui a été établi pour pouvoir ramasser. Une zone, on a dit 2 ou 3 fois, il peut passer une seule fois. Et oublier de repasser dans la semaine pour pouvoir ramasser ces ordures. Il faut véritablement respecter, faire un suivi rigoureux du planning, du calendrier pour que les rues, les quartiers puissent être véritablement débarrassés des ordures qui vont empêcher de pouvoir jouir véritablement des infrastructures mises en œuvre dans le cadre du projet asphaltage par le pouvoir en place. Serge Adam Laro, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Grand Format. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Matinal, directeur de publication délégué donc, du quotidien Le Matinal. Merci donc d'être passé par ici. Je vais vous accompagner avec la revue de Babel signée Modeste Noche. Chers camarades, bonjour. Oh, bonsoir. Chacun doit rendre compte de ce qu'il fait. Mais lorsque vous devez le faire, en général, l'économie de marché perçue. Un sujet brûlant. En ce sens, c'était très chaud. Et tel vous le savez, vous avez vécu avec nous cette ambiance. On dit nous sommes tous dans une chaudière. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, contrairement aux usages, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Donc c'est fondamental cette liberté-là. Ce ne sont pas des éléments suffisants. Je voudrais vous prier. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça, il faudrait d'abord être convaincu. Qu'est-ce que ça apporte véritablement? C'est mon frère. L'un aura peut-être 5 000, l'autre aura peut-être 10 000. C'est mon patron. Ça donne quoi, ça? C'est ça que nous refusons. C'est le ministre. Qu'est-ce que c'est? C'est la méchanceté que cela cache. Et c'est ça. Oh, ça ne devrait pas être ça. Désormais, fait une certaine harmonisation en notre propre sein. En particulier, et c'est une décision qui est lourde de conséquences. Nous sommes engagés. D'engagement personnel. Vous le savez? Je veux bien dire. Nous sommes là. Voilà. Nous sommes incontournables. Vous, là. Le statut de l'individu. On m'a dit que je ne suis plus jeune. Au moins dans ce cas-là. Laissez l'individu libre. Ils doivent être formés pour. Mais si vous ne vous battez pas, vous serez laissé pour compte. Nous, on sait respecter le secret des délibérations. Nous voulons aller vers quelque chose de plus sérieux. En français facile, qu'est-ce qu'il dit? On vient d'installer 2 pneus à notre véhicule. Vous voulez la gestion du peuple par le peuple. Ce grand défi. Sans aucune gêne. J'ai dit bien, les 4 autres sont déjà là. Il y a un manque d'intelligence. Bien entendu. Mais si on prend seulement ce qu'il a sorti. Que nous soutenons, bien entendu. C'est pas nous. Qu'est-ce que nous ferons si ça continuait? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Si vous voulez... Nous aviserons. Tant mieux. Ce que ça cache. Il est bon. Le bon porte-parole. On ne s'est pas entendu sur ça. Il m'a été demandé de prendre la parole. Le timing de la décision. Si vous voulez, comment l'appelle-t-on? Moi, je suis surpris qu'ils ne réagissent pas. Il me donne de l'argent. Ce qui est totalement illégal. Et vous voulez qu'on vous donne sans effort? Désormais, nous allons déclarer. Mais vous n'avez pas un autre canal? On n'a pas un problème avec lui personnellement. Si vous voulez être ministre, c'est aujourd'hui avant de dormir. Parce que les éléments qu'il a sortis pendant ces échanges-là me remarquent. Ne sont pas sortables. La revendication. Et il comprendra mieux. Et ça nous permet, n'est-ce pas, d'éviter ce qu'on appelle le vagabondage. Mais il y a de la mauvaise foi. En quoi? Je veux dire, pourquoi il y a mauvaise foi? On vous met
dans le couvent. Notre choix. Elles ne remplissent pas les conditions. On va arriver à bon port. C'est pas pour tout le monde. C'est la mauvaise foi. Donc nous devons le remercier. Merci beaucoup, merci d'avance. Ces exigences. Socialement, qu'est-ce que ça cache? Ça pose un problème de logique. Je voudrais compter sur vous. Nous, on peut t'aider à améliorer. J'étais d'accord. Non. Cher camarade. Tu dois faire ceci. Il ne l'a pas fait. On n'a rien contre lui. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette liberté-là. Il faut la laisser faire. Ils subissent pratiquement tout. Comme étant un droit. Mais on est des partenaires. Assumer la réalité sociale telle qu'elle se présente. Et ils ridiculisent l'intelligence. Essayez d'adapter. Donner le pouvoir comme... Ça ne peut pas continuer. Accepter les valeurs citoyennes. On ne peut pas tout savoir. On vous plonge dans cette mare-là. Il y en a qui n'ont pas du tout le métier. Notre croyance en ces valeurs-là, il ne sait pas ce qu'il fait. Disons une comparaison. Tout ce qui va avec la concurrence et la compétitivité. Au lieu de venir pour l'amélioration. Et ce qu'on peut retenir, c'est que... Avant d'aller à ce qu'on peut retenir, on ne s'est pas entendu. Et donc, c'est faux. Qu'il a compris. C'est ça qui justifie le ton justement de la déclaration. Nous avons décidé. Les principes qui sont développés aujourd'hui, comme vous l'avez suivi, nous sommes manifestement en présence d'une mauvaise foi. C'est l'occasion pour nous de raffermir nos convictions. Le pire dans tout ça. Même au paradis, Dieu juge avant de donner. Donc, en fait, si tu ne peux pas aller à la concurrence, tu perds et les autres sont gagnants. On persiste son signe. Nous devons en savoir gré. C'est des éléments techniques. Il faut que ça l'encourage. Encore que le principe de la souveraineté populaire. Quand on regarde cette pression, la vraie raison de notre sortie, nous sommes heureux au nom de mes camarades. On a fait autre chose. Je suis très très heureux. C'est notre credo à nous. Un sujet brûlant, c'est fondamental, lourd de conséquences. Convaincu, vous le savez, le vagabondage. Mauvaise foi, mon frère. Mauvaise foi, mon patron. Mauvaise foi, et le ministre. Et c'est ça, c'est faux. Plus sérieux, nous aviserons. C'est fondamental. Et il comprendra mieux. Personnel. On n'a rien compris. Plus sérieux. Ils subissent le vagabondage. Mais on est des partenaires. Convaincu. Pourquoi? Plus sérieux. On a fait autre chose. Le vagabondage. Vous le savez. Le vagabondage. Mauvaise foi, mon frère. Mauvaise foi, mon patron. Mauvaise foi. C'est le ministre. C'est ça. Le vagabondage. C'est faux, c'est faux. Convaincu. C'est faux, c'est faux. Plus sérieux. C'est faux, c'est faux. Personnel. Nous aviserons. C'est fondamental. C'est faux, c'est faux. Plus sérieux. Mauvaise foi, mon frère. Mauvaise foi, mon patron. Mauvaise foi. C'est le ministre. C'est ça. C'est faux. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Christelle Poidekon à la réalisation, Achille Nyakadia au son, Henri Gantier à la caméra, Teddy Goudal au chef d'édition et Hippolyte Soumaro à la diffusion. Merci donc de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très prochainement. Ce serait donc demain matin sur Atu Matin. Ensemble, on va peauter les parutions du jour. Ce serait la une des journaux. Allez, portez-vous bien.